Moi, c'est mon réconfort, c'est l'exemplarité du mouvement syndical français. Bonjour Laurent Mauduit. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le stand de l'ANVO, ici au congrès de la CGT. Ravi. Vous êtes journaliste, cofondateur de Mediapart et vous sortez le livre Collaboration aux éditions de La Découverte qui examine les rapports entre l'extrême droite et les marchés d'affaires. Donc la première question que je vais vous poser, c'est par rapport à l'actualité. En avril, on a eu le dîner entre Jordan Bardella et le MEDEF qui a fait l'actualité. Est-ce qu'on assiste à une libéralisation de l'extrême droite ou au contraire à une extrême droitisation du patronat selon vous? En fait, il y a une sorte de convergence. Les deux camps qui étaient en apparence seulement très opposés ont fait chacun un mouvement vers l'autre. Du point de vue de l'extrême droite, c'est assez clair. Ils ont compris qu'ils n'accéderaient jamais au pouvoir sans le soutien, l'aide ou le consentement des milieux financiers. Donc vous avez remarqué que depuis 2022, ils ont en apparence évolué. Moi je pense qu'ils n'ont pas vraiment changé de conviction, mais jusqu'en 2022, ils sont étatistes, souverainistes, très verticaux, et donc les patrons ne les aiment pas. Et donc le RN a compris que pour plaire aux patrons, il fallait qu'ils répondent aux deux diktats du patronat, être pro-Europe et pro-business, comme on dit dans le sabir patronal. Et donc du coup, les patrons se sont fâchés avec Macron au moment de la dissolution. Il y avait certains patrons qui étaient notoirement d'extrême droite, Bolloré, Pierre-Édouard Stérin, le groupe Dassault, et d'autres qui étaient hésitants. Et donc, voyant comment le RN évoluait, les grands patrons qui ne veulent plus de la gauche se sont dit, pour ceux qui ne sont pas ostensiblement d'extrême droite, faisons mouvement vers le RN parce qu'on va les accompagner dans leur mutation. Donc en fait, il y a une sorte de concordance pour qu'ils se rapprochent. Et vous évoquez aussi trois stades du capitalisme, les 30 glorieuses, le capitalisme un peu traditionnel, Ouais. le néolibéralisme des années 80 et aujourd'hui on serait dans le capitalisme libertarien. Est-ce que ce capitalisme libertarien il marque vraiment un changement de nature ou est-ce que c'est une accélération des stades précédents? Non, c'est vraiment un bouleversement qui est de caractère historique, me semble-t-il, compte tenu de la gravité des choses en cause. Donc pour aller vite, le capitalisme des 30 glorieuses, c'est un capitalisme d'équilibre entre le capital et le travail, selon le climat du moment, selon les rapports de force. C'est tantôt à l'avantage du capital, tantôt à l'avantage du travail. Mais il y a encore pour l'ouvrier l'espoir que son fils ait un avenir social meilleur que le sien. L'ascenseur social marche. Le capitalisme néolibéral engage une entreprise de dérégulation, sur tous les plans financiers, boursiers, et puis surtout social. On voit d'un seul coup que le phénomène majeur, que le travail ne protège plus de la pauvreté. On voit apparaître les travailleurs pauvres, des gens qui ont un travail mais qui sont sous le seuil de pauvreté. Mais ce qu'on a mal perçu, c'est qu'à partir de 2008-2010, le néolibéralisme, c'est-à-dire au moment de la crise financière, entre en crise. Il y a certains grands patrons, notamment californiens, considèrent que l'accumulation du capital et l'accumulation des profits n'est plus suffisante, même sous le néolibéralisme. Ils commencent à rêver d'un capitalisme libertarien. Il faut le définir, libertarien. Nous, la liberté, c'est un grand principe, mais en même temps, il y a des limites à la liberté pour ne pas empiéter sur la liberté des autres. Exemple, la liberté de la presse, c'est un principe fondateur, mais la loi sur la liberté de la presse, la loi de 1880, édicte les règles en cas d'abus de la liberté. Injures, diffamation, racisme, antisémitisme, ça c'est condamné. Libertarianisme, c'est plus de règles du tout. Donc c'est vraiment une autre étape que le capitalisme néolibéral. C'est un capitalisme en dehors de la démocratie, où certains l'appellent anarcho-capitalisme ou techno-fascisme. Bon. Et donc il faut bien voir la gravité de ça. Il y a l'un des grands patrons proches de Trump, Peter Thiel, le fondateur de PayPal, qui le théorise, qui dit dès 2010, j'en suis arrivé à la conviction que la liberté est incompatible, la liberté au sens où lui l'entend, la liberté sans règles, est incompatible avec la démocratie. Il rêve de sortir de la démocratie. Et il est très influencé à l'époque par un blogueur californien, Curtis Yarvin, qui dit même « Mais qu'est-ce qu'on reproche aux nazis ?» C'est ce monde-là qui est en train d'émerger. Il a émergé au Brésil sous Bolsonaro, il a émergé dans l'Argentine de Milei, et c'est ce que Trump favorise. Or, ce qui est très inquiétant, me semble-t-il, c'est de voir la fascination que ce capitalisme exerce
sur certains grands patrons français, ceux qui sont les plus internationalisés, notamment ceux qui ont des filiales aux États-Unis. Ce sont les plus puissants, donc c'est Bernard Arnault, patron de LVMH, patron propriétaire, c'est Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM, et par ailleurs patron du groupe BFM TV, La Tribune. Là, beaucoup d'entre eux sont patrons de presse en plus. C'est Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy. Et si vous observez dans le débat public, il y a beaucoup de grands patrons français qui reprennent les outrances de ce capitalisme. Un Bernard Arnault a dit 6 mois après l'élection de Trump, étant ébloui par ce que faisait Elon Musk dans la destruction des services publics américains, Bernard Arnault dit, mais quand est-ce qu'on va, entre guillemets, il emploie un néologisme, slasher aussi l'administration en France. Et en clair, slasher, c'est-à-dire sabrer les services publics. Et donc, moi je crois, l'une des inquiétudes que j'ai, c'est qu'on risque de vivre ce qu'on a vécu dans les années 80. Les années 80, il y a eu une onde de choc du capitalisme néolibéral qui arrive en Europe, qui ébranle le vieux capitalisme des Trente Glorieuses. Et je crains que on risque de vivre la même chose avec le capitalisme libertarien. D'où, moi, ma remarque, c'est qu'on ne peut pas, à mon avis, lutter efficacement contre l'extrême droite en faisant seulement une lutte pour les libertés publiques. C'est important de le faire, mais c'est aussi une lutte contre ce capitalisme qui vient, qui sera ravageur. Et justement, est-ce que, d'un point de vue idéologique, il n'y a pas une contradiction entre l'idée libertarienne d'absence totale de régulation et l'idée de l'extrême droite qu'on imagine plutôt porter sur l'autorité, le contrôle, etc. Oui, mais honnêtement, l'extrême droite française, elle était d'origine très... la vieille extrême droite française, un peu rance, liée à ce qu'était l'OAS, l'Algérie française, donc franchouillarde, repliée sur elle-même. Je pense que, comprenant qu'elle a le besoin d'avoir l'appui des milieux financiers, elle saura sans doute s'adapter, ou en tout cas, ces deux mondes peuvent s'emboîter, peuvent se compléter. Ensuite, ça conduira le Rassemblement national à des gymnastiques complètes. Prenez l'exemple, le RN a bien montré dans le débat récent, il a tombé le masque, en s'affichant du côté des ultra-riches, par exemple, dans le débat sur la taxe Zuckman. Ça a pu peut-être lui poser des problèmes vis-à-vis de son propre électorat. Et il y a une partie de l'électorat qui est un électorat aussi populaire. Or, ils ont clairement pris position contre la taxation des ultra-riches. Donc, à mon avis, ils ne sont pas à une gymnastique près. L'important pour eux, c'est d'accéder au pouvoir. Et ils feront des manœuvres, des galipettes. Ce qui est très important, moi, me semble-t-il, c'est de bien méditer la leçon de l'histoire. Jamais l'extrême droite n'a accédé dans le monde au pouvoir sans l'aide des milieux d'affaires. C'est l'Italie, 1922, Mussolini a l'appui des milieux financiers, bien avant 1922. L'Allemagne, fin 1932, début 1933, c'est l'exemple le plus caricatural, où tous les milieux d'affaires appuient Hitler. Et puis plus récemment, c'est le cas du Chili, 1973, où les milieux financiers appuient Pinochet. Et donc, à mon avis, la boussole maintenant de l'extrême droite, ce sera ça. Comment avoir l'appui des milieux financiers et ensuite leur gymnastique intellectuelle ou leurs prétextes ou leurs impostures, on est habitué à ce type de gymnastique. Et vous évoquez aussi dans le livre un peu l'échec des partis de gauche à s'unir pour contrer l'extrême droite dans ce combat-là. Est-ce que vous pensez que les syndicats, par exemple, pourraient pallier cet échec des partis politiques de gauche ? Oui, c'est vraiment pour moi le réconfort. On sent qu'il y a dans le pays une vigilance démocratique et un attachement à l'action démocratique. On appelle à une manifestation contre l'extrême droite dans le pays, il y a du monde. Il y a plein de collectifs avec des jeunes très mobilisés. Il y a la manif de bateau devant la demeure bretonne de Bolloré, voilà. Et puis il y a un mouvement syndical qui est irréprochable, exemplaire. CGT, CFDT, on a pu accabler la CFDT dans d'autres débats, celui des retraites par exemple. Mais Marie-Lise Léon et Sophie Binet font front commun et les deux confédérations font commun. C'est formidable. Et moi, pour mon livre, j'ai été invité par souvent à l'initiative de la CGT, mais aussi par des intersyndicales qui font front commun. La seule confédération qui pose problème, c'est Force ouvrière, dont certaines idées sont très antifascistes et d'autres très parfois complices. Mais le problème particulier de FO. Mais globalement, le mouvement
social et le mouvement syndical était exemplaire. Ce qui ne l'est pas, ce sont les dirigeants de gauche. Parce que moi je rappelle souvent la situation de l'Allemagne. Le paradoxe de la situation allemande en 1933, c'est qu'on a les deux plus grands partis de gauche qui aient jamais existé en Europe. Le KPD et le SPD, les communistes et les socialistes. Les deux partis peuvent accabler l'autre partenaire de ses turpitudes, parce que les deux ont commis des abominations. Et le paradoxe, c'est que dans ces déchirements, Hitler accède au pouvoir, il ne prend pas le pouvoir, on le lui donne, ce qui est différent. Et la gauche ne bouge pas, il ne se passe rien. Et donc, je trouve qu'on a une situation de la gauche politique française qui est un peu de même nature, dans un contexte très différent, mais de même nature, où le Front commun syndical n'a pas pour corollaire aussi un front commun des partis attachés à la démocratie. Or c'est ça qui est problématique, c'est qu'on ne sait que on ne vaincra pas l'extrême droite s'il n'y a pas un front commun. Et donc heureusement que les syndicats sont là, c'est eux qui enclenchent une dynamique, et c'est souvent la dynamique populaire qui brise les résistances des partis. Souvenons-nous de 1934 en France, il y a la manifestation des ligues fascistes le 6 février, et heureusement il y a le mouvement syndical, il y a le mouvement social qui, quelques jours après, le 12 février, bouleverse toutes les réticences des partis, impose le 12 février une manifestation unitaire qui annoncera ensuite l'accession du Front populaire. Voilà, donc moi c'est mon réconfort, c'est l'exemplarité du mouvement syndical français. Et peut-être pour finir, une dernière question. Dans votre livre, vous citez les travaux de Johan Chapoutot avec Les Irresponsables et aussi d'Éric Vuillard avec son roman L'Ordre du jour. Comment est-ce que vous positionnez, vous, votre enquête par rapport à ces deux textes-là qui traitent un peu du même sujet ? Alors Éric Vuillard, qui a écrit L'Ordre du jour, qui est un roman formidable, prix Goncourt 2017, c'est d'ailleurs un citoyen qui habite à Tours, donc il décrit cette scène, Göring, le président, bras droit de Hitler et à l'époque président du Reichstag, qui convoque tous les grands patrons allemands de l'industrie, de la finance, Krupp, Thyssen, etc. Et puis à la fin, sortez le carnet de chèques, faites un chèque pour Hitler pour les élections de mars 1933, et ce sera les dernières élections, on n'en fera plus après. Bon. Donc c'est un roman, mais il montre d'une manière formidable l'abomination de ce lien, de cette jonction entre les milieux d'affaires et l'extrême droite. Chapoutot raconte la même chose de manière historienne, précise, méticuleuse. Et il montre bien que la situation de la France d'aujourd'hui est assez semblable à celle de l'Allemagne de fin 32-33. Voilà, nous avons en Allemagne l'extrême centre, comme il dit, il emploie cet oxymore qui est totalement discrédité dans le pays, mais qui veut continuer à tirer les ficelles. Ils font 2 dissolutions ratées, et puis finalement ils se disent on va appeler Hitler, à l'époque où le parti nazi était en recul électoral, comme ça on continuera toujours à tirer les ficelles. Le petit reproche que je fais à Chapoutot, c'est que dans ces va-et-vient qu'il fait pour montrer les similitudes de situation, et donc pour faire jouer une sorte d'alerte démocratique, attention, il n'évoque pas cette situation, division de la gauche allemande en 1933 et division de la gauche française aujourd'hui. Donc moi c'est la petite interpellation que je lui ai faite. Sur ce plan-là aussi, la comparaison fonctionne. Merci beaucoup. Merci.